Eh ben, bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Du coup, on se retrouve pour l'émission du mois de février, cette fois. Bon, les choses n'ont pas beaucoup évolué au niveau du Covid, mais on fait avec. Des petites nouveautés, vous avez entendu des petites nouveautés justement par rapport au contexte sanitaire? Pas vraiment. Alors moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est forcément pas de ski cet hiver. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y aura pas de remontée mécanique, donc forcément, ça va être un peu plus compliqué. Après, c'est les activités de plein air qui sont toujours d'actualité. Les activités en salle, même pour les mineurs, sont donc maintenant arrêtées. On va essayer de prendre notre mal à patience et de faire mieux. Mais je crois que du côté du tennis, ça joue un peu quand même des fois. Et quand il pleut pas, oui. Voilà. C'est ça, là on est tributaire de la météo. Mais oui, ça joue et dès qu'un rayon de soleil pointe, les cours sont envahis avec grand plaisir. Après, on essaiera de faire au mieux de toute façon pour la suite. Les activités extérieures, continuer à pratiquer, continuer à vous tenir en forme pour préparer la reprise dès qu'elle pourra avoir lieu. On attend évidemment les effets de la vaccination. C'est ça. Alors il me semble qu'on a une petite question en suspens du mois de janvier, une question je crois qui portait sur les couleurs, non? Ouais, sur les couleurs. Un petit peu de jaune, un petit peu de noir, un petit peu partout dans le monde. C'est ça. Donc on vous avait demandé quel était le nom du basketteur NBA qui avait porté les couleurs jaune et noir, les couleurs mythiques. Un maillot de 63. Voilà, tout à fait. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, et donc c'est Russell Westbrook. Oh, excellent. Oui, alors là, il valait mieux que ce soit toi qui le dises parce que. D'accord. Et donc, vous verrez la photo, je crois qu'elle apparaît juste derrière nous. Vous voyez un petit peu le joueur avec son beau maillot jaune et noir. D'ailleurs, on avait posé, c'était toi, j'ai posé une autre question, c'était sur la taille des bandes, il me semble. Oui, c'est Didier Courtade qui nous en avait parlé lors d'une émission radio, radio NDM. La taille des bandes, a priori, c'est 5 cm par bande. 5 cm de jaune, 5 cm de noir, et puis on continue jusqu'à la fin. Et ça n'a pas changé. Alors, en ces périodes un peu compliquées, en tout cas, le Stade Montois a tout misé sur la communication. Il me semble qu'on a des nouveaux arrivants au niveau du stade. Oui, depuis le 4 janvier, je crois qu'on avait 2 stagiaires en communication qui étaient avec nous, mais Karine, tu les as pas rencontrés? Je les ai rencontrés, ils s'appellent Dorian et Alexandre, et ils vont nous présenter leur mission au sein du Stade Montois, Omnisport. Alors, nous sommes en présence d'Alexandre et Dorian, étudiants en licence communication à Bordeaux, c'est bien ça? Alors, comment êtes-vous arrivés avec nous à l'Omnisport? Comment ça s'est passé? Je vais laisser Alexandre répondre parce que c'est lui qui m'a un peu aiguillé vers l'Omnisport. Je cherchais plusieurs stages dans la communication et c'est plutôt dans les secteurs que je connaissais. Et vu que le Stade Montois, j'ai fait 6 ou 7 ans d'athlétisme, je me suis dit que ce serait un bon endroit justement pour y faire de la communication. Donc vu que mon père connaissait un peu des gens ici, il m'a proposé, j'ai dit oui, et ensuite j'ai demandé à Dorian si lui aussi voulait, vu que lui aussi s'intéressait beaucoup au sport, et c'est pour ça qu'on est là tous les deux. C'est ça, ouais. Moi, c'était un peu particulier parce que je cherchais un stage plutôt dans le journalisme, donc j'ai contacté énormément de médias auparavant pour trouver mon stage parce que je voulais le faire dans un organisme de presse, faire de la presse écrite. Malheureusement avec le Covid j'ai eu beaucoup de refus, donc j'étais un peu en tentative de désespoir. Il y a Alex qui m'a parlé du Stade Montois, qui m'ont dit qu'ils pouvaient potentiellement prendre des stagiaires, donc c'est à ce moment-là que j'ai fait ma demande. D'accord. Et en termes de mission au sein de l'Omnisport, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? On fait majoritairement du montage vidéo, du graphisme, rédaction d'articles, reportage. Voilà. Concrètement, en fait, donc on a refait un peu l'interface du site. On va proposer bientôt un nouveau site pour le Stade Montois Sport. Voilà, c'est ça. On s'est occupé de la communication via Instagram. Donc on leur a fait plusieurs stories pour présenter toutes les sections. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. On a fait des articles pour le site. Voilà, présenter des partenaires, voilà, des petits articles, s'insérer dans les sections, prendre la température, le contact des sportifs qui ont eu la chance de continuer malgré les restrictions, et essayer de montrer comment ça se passait dans les sections via les réseaux sociaux pour donner aussi envie aux gens de participer, de venir s'inscrire ici. Et quelles sont vos impressions justement par rapport au stage que vous êtes en train de mener au sein de l'Omnisport? Quelles sont votre
votre analyse là-dessus? C'est très enrichissant déjà, on a beaucoup de travail à faire, donc ça développe beaucoup nos compétences et ça nous apporte beaucoup d'expérience aussi. Du coup, moi je suis très satisfait de mon stage ici. Pareil, on a eu beaucoup de choses à faire, donc oui, c'est ça. Comment dire, on développe nos compétences quand on travaillait déjà un peu on va dire en extrascolaire. On aime beaucoup faire du montage, que ce soit audio, vidéo. Voilà, on fait souvent ça chez nous. On n'a pas eu l'occasion de le mettre en profit dans une organisation. Et là, voilà, c'était l'occasion de mettre en pratique ce que vous de avez mettre en appris. pratique. J'ai déjà eu des gens qui me demandaient par exemple des exemples de vidéos professionnelles, mais j'en faisais juste pour moi à la base, et grâce au Stade Montois, j'ai maintenant beaucoup de choses à proposer. Très bien. Et quel est votre futur? Quels sont vos projets, vos envies pour la suite? Alors moi j'aimerais bien travailler dans le secteur de la production audiovisuelle, donc, dans la télévision ou au cinéma, dans la réalisation ou dans la production tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi c'est le journalisme, je suis toujours orienté vers le journalisme plutôt sportif. Donc voilà, là c'était l'occasion aussi de, comme on était dans une organisation sportive, j'ai pu voilà, faire quelques papiers sur le sport et c'est toujours dans cette voie-là que je veux m'orienter. Donc merci Dorian et Alexandre, je pense qu'on les retrouvera bientôt dans des grandes organisations. Merci pour vous. Merci. Comme vous avez pu le remarquer, il en manque un sur les quatre C'est vrai, il nous manque notre Pierrot national. Ouais, mais je sais pas, je crois qu'on m'a dit qu'il a les pieds dans l'eau. Il a des choses à nous dire avec un truc avec de l'eau, je sais pas. Il a peut-être pris froid. Pierrot, c'est à Et toi. ben on va essayer de voir ça tout de suite. Donc nous recevons Christian Lamarque, président du Stade Montois tir sportif. Comme on l'a vu dans la presse, les Landes ont été énormément impactées par les inondations. Et donc je crois bien que la section de tir a elle aussi connu quelques déboires. Oui, tout à fait, oui. Après l'inondation du mois de mai, on a de nouveau été inondé le 1er janvier et le 2 février. Voilà. Le 1er janvier assez conséquent, puisqu'on avait quasiment 1,80 m à l'intérieur des installations, avec quelques pertes, principalement sur les installations électriques. Et celle de la semaine dernière, donc du 2 février, c'est presque anecdotique, on n'avait que 90 cm, et donc là, zéro perte, à part juste du nettoyage. Alors, heureusement, il y a une équipe assez solide d'une quinzaine de bénévoles qui sont à chaque fois présents dès qu'il y a besoin, qu'on a vu au mois de mai, qui se sont remis au travail début janvier, et qui sont retournés lundi hier, voilà, pour nous permettre de reprendre nos activités dès jeudi après-midi. Voilà. Et je pense que tout cela, ça a un coût, automatiquement, sur oui, alors, rapport au matériel. Quoi, celle du mois de mai a coûté relativement cher, puisqu'elle n'était pas prévue, elle n'était pas attendue. Donc là, oui, on a eu une perte qui a été relevée par l'assureur à hauteur de 14 000 €. Celle du 1er janvier n'a concerné que les installations électriques, donc on est à la moitié du budget, puisque dans la mesure où on l'avait prévu, on avait pu mettre à l'écart et à l'abri tous les matériels sensibles qui auraient sinon alourdi énormément la facture. Et celle de la semaine dernière, elle avait également été prévue, donc remise à l'abri des matériels et des biens sensibles. Et donc, apparemment, c'est historique, parce que depuis la création de la section, il n'y avait pas eu de demande de ce genre. Le stand a été inauguré en 1970, et de 1970 à 2020, nous n'avons été inondés qu'une seule fois, en 1981, lors de la crue historique, toujours historique d'ailleurs, de la Midouze. Et donc, ça fait 50 ans avec une seule inondation. Par contre, voilà, depuis 2020, mai 2020, on est à la 3e. Peut se poser quelques questions quand même sur les cours d'eau qui concernent le stand Pierre-Lys, à savoir la 12 et un petit peu en aval la Mi-12, puisqu'elle reçoit la 12. Alors, bon, mais ce qu'on peut souhaiter, mais au-delà des problèmes sanitaires, c'est que la section tir puisse reprendre ses activités normales. On reprend jeudi après-midi. Et voilà. puis,
Et puis on va croiser les doigts en espérant que Courage, cette année de misère, quand même, depuis mars 2020, arrive à sa Il fin. vaut mieux tout regrouper sur une année Oui, et être tranquille voilà. après 50 ans. Voilà, on a tout fait, 3 inondations et 2 confinements sur une année, c'est pas mal. Et merci beaucoup, Christian Remarque. Je t'en prie. Alors on a parlé en début d'émission des bandes jaunes et noires, des maillots de rugby, il me semble, et tu parlais de Didier Courtade. Ouais, je parlais de Didier Courtade qui vient régulièrement nous voir dans les émissions, les radios, télé aussi du coup, et puis je crois que... Tu l'as rencontré toi encore une fois? Et oui, j'ai rencontré Didier Courtade et Thierry Gatineau qui vont nous parler de notre aspect du Stade Montois Rugby au service du Stade Montois Omnisport et de la formation. Nous sommes avec Didier Courtade, président de la section rugby du Stade Montois, et Thierry Gatineau, directeur sportif. Alors messieurs, vous allez nous présenter un nouvel aspect du Stade Montois Rugby. Vous gérez donc depuis peu un organisme de formation. Alors concrètement, comment ça se passe? Disons qu'il existe effectivement un organisme de formation donc, au sein du Stade Montois Omnisport. Cet organisme de formation a été créé en 2012 quand même, ça fait un petit moment. Et c'était à l'initiative de la section rugby, effectivement. Donc l'objectif, c'est d'avoir la délégation d'organes de maîtrise d'œuvre de cet organisme de formation, qui est officiellement déposé bien sûr en préfecture et qui a toutes les autorisations pour proposer des formations en apprentissage, en formation continue, sur des diplômes dans le domaine du sport. C'est là la nouveauté, c'est vraiment officialisé. Voilà. Et donc, sur Mont-de-Marsan, avec des installations adéquates, nous proposons des formations en apprentissage et en formation continue, sur des cycles de 12 mois, avec des stagiaires qui sont de 18 à 29 ans, puisque aujourd'hui, même à 29 ans, on peut être apprenti. Alors, par la suite, ça amène quel débouché ou qui peut être intéressé par ces formations? Ce diplôme, alors c'est un BPGEPS, donc AF, donc l'activité de la forme, qui propose des options haltérophilie et fitness. Donc les publics cibles sont essentiellement des jeunes en reconversion professionnelle ou des jeunes sportifs qui veulent se perfectionner. Ça peut être des entraîneurs aussi, des coachs qui peuvent chercher un diplôme pour entamer un plan de carrière. Ça peut être des salariés d'entreprises, donc public ou privé, c'est-à-dire dans le public c'est plutôt des postes dans le domaine du sport, accompagnement, sport et sport santé. Des collectivités locales qui aujourd'hui ont des jeunes qui encadrent des personnes sur ces domaines-là peuvent effectivement leur proposer de se former sur le BPGEPS-AF. Et également dans le privé, bien sûr, avec les salles de fitness. Et puis un troisième volet que j'allais oublier, c'est le domaine associatif. Donc toutes les sections sportives aujourd'hui du Stade Montois pourraient avoir effectivement un intérêt à avoir un apprenti, un éducateur qui se forme sur ces diplômes-là. Et concrètement, donc, combien ça coûte cette formation? Comment c'est financé et comment peut-on se renseigner pour justement intégrer cette formation? Alors pour se renseigner, il y a effectivement les voies de communication classiques via l'Omnisport, voire la section rugby, avec numéro de téléphone, numéro de mail, etc. qu'on diffusera. Pour les financements, alors les financements, c'est un petit peu la jungle, et puis il y a des modifications régulières sur les prises en charge, sur les conditions, sur les taux, sur les plafonds, les seuils, etc. Donc ce qu'on propose, c'est de conseiller les personnes qui sont intéressées par téléphone, on les reçoit individuellement, on leur explique où sont les financements. Donc il y a des financements de l'État via Pôle emploi, il y a des financements du conseil régional, du conseil départemental qui peut venir participer aussi en contrepartie. Il y a les financements via les OPCO, les opérateurs de compétences, donc, qui financent la formation. Les stagiaires sont invités aussi à participer parfois donc, à la formation. Les employeurs peuvent aussi financer le diplôme. Alors on est sur une échelle de 3500 en fonction des formats, puisque certains ont déjà des acquis et des évaluations d'acquis, entre 3500 et 5700 € pour 12 mois de formation. C'est personnalisé comme parcours, quand il y a, disons que, soit en termes de financement ou même de formation en elle-même. Oui, disons que chaque cas est un cas particulier, parce qu'effectivement on a d'abord le positionnement en amont est fait de manière individuelle par un collaborateur, pour savoir quel est l'objectif, le projet de la personne. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un projet comme ça totalement déstructuré, ça c'est évident. Et après derrière, effectivement, on les aide à trouver le financement. Voilà. Donc que ce soit toutes les sources de financement possibles. D'accord. Quels sont alors les axes forts
développement là, de cet organisme de formation? Disons que depuis quelques années, on ne proposait qu'un diplôme en vérité, le BPGEPS-AF. Donc ça fait 2-3 ans, on a essayé un petit peu de structurer l'organisme de formation avec un organigramme, avec des compétences, nouvelles compétences. On a renouvelé également tous les formateurs, hein, qui sont désormais des formateurs confirmés, voilà. Et on est en train de travailler avec Omnisport et puis nos collaborateurs à développer l'offre de service, l'offre de formation, avec un autre BPGEPS, qui est un BPGEPS APT, c'est Activité pour tous, qui permet effectivement après d'avoir accès à d'autres emplois. Et on est aussi en train de préparer un format qui consiste à préparer les tests d'entrée, parce que tous ces diplômes sont soumis à des tests d'entrée qui sont parfois un peu surprenants, parfois difficiles. Donc on est en train de proposer une offre aujourd'hui pour que les candidats puissent, pendant un cycle de 1 mois ou 2 mois, faire passer dans un sas de préparation aux tests d'entrée. Comme ça on est sûr qu'ils auront 100% de réussite. Voilà. Voilà. Alors on parlait de nouveautés parce que vraiment là c'est plus formalisé et officialisé, mais la formation en elle-même c'est vraiment au cœur du stade Montois Rugby. Et qui a produit de nombreux joueurs professionnels pour une association, c'est très valorisant. Mais donc on peut produire des joueurs. Quelles adaptations on peut voir entre le sport amateur et le développement vers le sport professionnel? Alors là, on est plus sur le volet de Thierry Gatineau après, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment que le public qu'on a sur ces formations BPGEPS, d'abord l'organisme de formation, il est vraiment un organisme de formation du stade Omnisport. C'est pas celui du stade de rugby, c'est celui du stade Omnisport. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la section haltérophilie, par exemple, elle pourrait avoir un stagiaire, un BPGEPS avec nous, et on pourrait l'accompagner à passer son diplôme pour après, derrière, effectivement, proposer des formations un peu plus pointues à tous les adhérents de la section haltérophilie. C'est pareil pour le tennis, pour d'autres sports, le golf ou autre. Donc, vous voyez, c'est vraiment un organisme de formation qui a vocation à être ouvert à toutes les sections de Omnisport, mais aussi au-delà. Et c'est le rugby qui le gère par délégation. Donc, c'est vraiment un dispositif du salon de Omnisport et non pas du rugby. Voilà, je voulais le préciser parce que souvent, je pense que certains des présidents de section aujourd'hui vont être surpris d'entendre ça, mais c'est vrai que depuis 2012, c'est ça, c'est comme ça. Ça ouvre le champ des possibles pour tout le monde. Justement, tu parlais de Thierry Gatineau. Donc Thierry Gatineau, c'est ton tour de passer sur le grill. Donc tu es arrivé en 2017 au poste de directeur sportif. Quelles sont tes missions quel est ton métier, ton rôle sûrement de nombreuses facettes, mais explique-nous tout ça. Oui, voilà, bonsoir. C'est un poste très transversal, j'ai envie de dire, où il y a des champs d'intervention ô combien divers et variés, parce qu'on intervient à la fois sur la promotion et le développement de l'activité, qui pour nous est extrêmement important, sur la formation, quand on parle de formation, pas uniquement de joueurs, de cadres aussi, d'entraîneurs, sur le perfectionnement, puisque l'antichambre des pros c'est le centre de formation, et sur le suivi aussi d'un plan de succession qui va jusqu'au pro. Donc oui, il y a beaucoup de rythme dans ce métier qui est passionnant. Il y a beaucoup de diversité dans le relationnel aussi, puisqu'on a affaire à des gens qui sont salariés, des gens qui sont bénévoles, des gens qui sont de passage. Donc voilà un petit peu en quoi consiste le travail, avec évidemment, dans l'avancée du temps, des périodes avec des actions prioritaires à mettre en place. Et alors, comment fait-on? On voudrait connaître la recette pour quand même le Stade Montois est très formateur et nous amène donc des pépites. Et comment fait-on? Quelle est la recette pour avoir des bons joueurs comme Alexandre Menardi, Léo Kobi, Matteo Lalanne, Léo Banos, j'en passe et des meilleurs? Bon, oui, on va pas trop le dire parce que pas plus tard qu'hier soir, on a appris qu'un jeune joueur de 16 ans était recruté par Clermont-Ferrand aussi. Donc il y a plein de petits jeunes joueurs. Alors comment fait-on les garder, pour les amener à me... Alors l'entame du projet, l'axe prioritaire a été de dire, il y a 4 ans, on observe un petit peu ce qui se passe pour évaluer et à partir de là faire un diagnostic sur les besoins immédiats par rapport aux caractéristiques du club, qui a des moyens modestes dans le monde professionnel, mais qui a une vraie capacité à sortir des joueurs. Alors
L'axe prioritaire était surtout, j'ai envie de dire la recette qui est en place, c'est la qualité de l'encadrement. Qualité, compétence. Donc un vrai plan de succession axé sur les encadrements jeunes, parce que tous ces jeunes joueurs qui sortent, ils sont là depuis pas mal d'années chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait sur sa formation générale, sportive. Et dans l'avancée de sa formation, elle a été profilée. Ce sont tous des joueurs différents. Hein. Là, il y a, vous me citez 4 noms, il y a 2 3 quarts et 2 avant. C'est bien, c'est marrant, parce qu'il y a un arrière, un demi-mêlée, un pilier, un troisième ligne. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de profil type. Non, il n'y a pas de profil type au Stade Montois. On dit souvent, ça sort des 3 quarts à Mont-de-Marsan. On a une génération plutôt sympathique, pour rester modeste, en troisième ligne qui arrive. Je rappelle qu'à Nevers, il y a 15 jours, il y a 2 troisième lignes de 18 ans qui jouent en pro. Donc voilà quoi. Alors après, dans l'avancée de cette formation de joueurs, elles sont profilées, individualisées. Voilà, c'est-à-dire qu'on tient absolument compte des caractéristiques du joueur, de ses forces, de ses points de développement. Ça, c'est une chose. Sur l'accompagnement sportif, c'est-à-dire qu'on a développé un plan de succession d'encadrement qui nous sont très fidèles au sein du club, qui aiment leur club, ce qui fait que leur investissement est très important, n'est pas calculé. Et l'une de mes missions importantes, que j'ai classée comme importante, c'est de former tous ces gens vers des diplômes d'État. Donc on a gonflé, je crois en 4 ans, on a formé 6 DE, 3 DES. Donc on se professionnalise, comme vous parliez tout à l'heure de la passerelle entre le monde amateur et le professionnel. J'ai envie de vous dire, au-delà du monde amateur, on a surtout une attitude, une démarche professionnelle. Nous, c'est-à-dire qu'il y a un investissement de tous ces jeunes dès l'âge de cadet, s'entraînent tous les jours. Alors ça, c'est un premier volet sur le plan sportif, pur rugby. Et ensuite, pour tous ces jeunes joueurs, ce qui nous permet aussi de les fidéliser, c'est l'accompagnement extrasportif qu'on apporte, auquel on a attaché beaucoup d'importance, en l'occurrence scolaire pour ces jeunes. Donc voilà, on s'applique beaucoup aussi à être propre, à notre suivi du jeune joueur, à l'accompagner à un double voire triple objectif, hein. C'est sport, sport et famille. Et donc dans les projets sportifs que nous proposons, il y a l'obtention du bas. Ce n'est pas les premiers acteurs, mais on accompagne au mieux. Et le bien-être au sein de la ville aussi. Bon, on essaie de faire un recrutement aussi, jeunes joueurs plutôt ciblés, départemental, voire régional, qui ne viennent pas de très loin. Mais je pense que l'une des clés elle est là, sur la compétence des encadrements, sur notre capacité à accompagner, enfin d'abord à accueillir et après accompagner les jeunes joueurs, et à mettre en confiance toutes les familles qui nous permettent d'être des missionnaires quand on prend ces jeunes joueurs, ces jeunes pépites qui ne le sont pas au départ. Et qui le deviennent, voilà, c'est le côté un petit peu excitant de notre programme. L'évolution de chaque joueur. En tout cas, voilà, de beaux projets et de belles actions, donc professionnalisme et ouverture vers les autres sections. Nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup à vous et bonne émission. Avec plaisir, merci. Nouvelle rubrique, l'œil de Pierrot. Il n'est pas là, mais attention, il a l'œil partout. Il vous propose plusieurs photos, à vous de commenter, à vous de choisir, sur Instagram cette fois-ci. Vous les voyez? Alors effectivement, les photos, vous les voyez, elles sont un peu derrière vous là. Là, non. 3 jolies photos, ils les verront pas. c'est ça. Que vous retrouvez sur Instagram, donc vous avez le petit lien vers Instagram là, qui apparaît juste en dessous de nous. Donc n'hésitez pas à y aller, à voter, à choisir la photo que vous préférez. Et faire votre propre légende, et puis comme ça permettra de voir. Vous avez le droit de faire des trucs un peu humoristiques, hein, c'est pas un souci, hein, ça restera entre nous. Voilà. Et Pierrot viendra aussi nous expliquer le contexte. Il sera de retour au mois de mars pour nous expliquer sa photo, ses photos. Il nous manque. La balle est dans votre camp. Alors les remontées mécaniques au ski sont fermées, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, malgré la grande tristesse de Jeff. Ouais, mais bon, on en verra à la télé puisque c'est les championnats du monde actuellement en Italie. Et puisqu'on est dans les championnats du monde et dans le ski, je voulais vous proposer une question toute bête, mais notre président actuellement à la Fédération française de ski s'appelle Michel Vion. Il a lui-même été champion du monde, c'était en 1982. Je voudrais savoir dans quelle discipline. Donc à vous de nous dire dans quelle discipline Michel Vion a-t-il été champion du monde? Allez, lâchez-vous, et puis on se retrouve au mois de mars.
prochaine édition, prochaine émission. Allez, Prenez soin de vous. Rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir.